Ouais. Épisode final, où tout va se régler très vite, c'est un petit peu le problème. Bon, on commence avec quelque chose qui prend un peu son temps, j'ai apprécié ça, où on montre un petit peu le calme plat avant la tempête, les villages qui sont vides, etc. On sent que ça va être l'ultime combat, comme c'est dit dans le titre. Et il y a Caleb qui présente un petit peu la situation des rebelles, qui doivent donc se réfugier dans des camps loin de la cité infinie et faire de plus en plus gaffe. Maintenant, ça présente bien la situation. Caleb qui montre que, ouais, l'attaque aura lieu demain, le jour du couronnement, parce que oui, on peut pas faire ça un peu avant. On doit prévoir le truc pile au moment où ce sera le pire moment. Je sais pas. Pourquoi ils pourraient pas prévoir ça un tout petit peu avant parce que ouais, s'ils attaquent pile le jour du couronnement, alors je sais qu'il y aura l'effet, ils seront occupés à autre chose. C'est vrai. Mais quand même, si vous êtes un tout petit peu en retard, si vous prenez du temps pour ci ou ça, il aura fini son rituel et ce sera la merde, totalement. Donc voilà, c'est toujours un petit peu bizarre pour moi, mais bon. Et c'est que maintenant qu'ils discutent d'un plan, qui pondent un plan pour arriver à s'en sortir. Un plan pas trop mal dans l'absolu, même s'il y a quelques petits problèmes, quelques petits hicks par rapport à ça, j'y viens tout de suite, où Caleb... Après une petite suggestion d'Aileen, se dit ah ok, il y aurait moyen de créer une espèce de tunnel de portail pour pas se faire repérer en attaquant le château de l'intérieur. Donc pour pas se faire voir, on va créer un portail donc qui entre dans le château et qui ouvrira quelque part dans notre monde, et un autre portail juste à côté qui ouvrira ailleurs dans le monde de Meridian, donc que les rebelles pourront emprunter. Plan intelligent sur le principe, et je reconnais que je me suis planté à ce niveau-là, comme on me l'a fait remarquer il y a quelques épisodes de cela, par rapport au fait que ouais, les filles pouvaient juste créer un portail n'importe où à Meridian de la Terre. Non, apparemment c'est pas possible, on crée un portail d'où on veut de la Terre, mais c'est un peu aléatoire l'endroit où ça s'ouvre. Par contre, il y a un petit souci logique dans ce plan, c'est que s'ils créent ces portails, de base c'est pour ne pas passer par l'endroit où ils seraient vus par les soldats de Phobos. Seulement pour créer ce portail de base, nos héroïnes doivent passer par cet endroit où elles seront forcément vues par les soldats de Phobos. Donc, au moment de créer ce portail, vous devriez vous faire repérer, à moins que vous ayez pris un autre chemin en utilisant vos pouvoirs, ce qui n'est pas montré. Donc voilà, mise en scène un petit peu moyenne à ce niveau-là. Mais voilà, globalement, ça reste plutôt intelligent comme plan, donc je reconnais que c'était pas mal, ça. Alors, pendant la préparation, on voit que le Loir, qu'on a vu il y a 2 épisodes de ça à nouveau, est aux mains de Aileen maintenant, parce que Irma n'a pas pu le garder. Il va passer de main en main ce Loir, apparemment. Ok, et on montre que Blunk a envie de le bouffer. Voilà, c'est marrant. C'est chiant. Et alors un truc par rapport à Blunk, c'est que les filles disent non, c'est bon, viens pas, ce serait trop dangereux pour toi, on n'a pas besoin de toi. Et il se sentira un peu vexé par ça, parce qu'il veut prouver que c'est un héros, et donc il finira un peu par les suivre un peu plus tard. De même que Matt, qui les verra discuter de leur plan à un moment donné, et qui les suivra, et j'en parle rapidement parce que ça sert absolument à rien, il n'apporte absolument que dalle. Il y a un moment donné, il gêne un tout petit peu Cédric. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. On aurait pu facilement se passer de ça, mais sinon, ils se servent absolument à que dalle. Voilà, c'est histoire de dire, ah, ces personnages sont là, on a absolument aucune idée de quoi en faire, mais il participe. Voilà. Ouh. Donc à la fin, il tiendra la main de Will, histoire de dire, ah, il y a une petite couple mignon, etc. Ça servait à rien, c'est naze. Rajoutez pas les trucs nazes comme ça si vous savez pas quoi en faire, merde. Voilà, le détail, c'est passé, ça. Cela dit, pendant ce temps-là, Phobos, qui voit que les pouvoirs de sa sœur ont atteint son pic, se dit « Ok, on va essayer d'être intelligent et prévoir le fait que les soldats pourront certainement vouloir attaquer le jour prévu du couronnement, et se dit « On va avancer la date ». Se dit, tiens, on va pas faire ça demain matin, on va faire ça ce soir. Alors, s'il y a moyen de faire ça à peu près quand tu veux, pourquoi t'as pas fait ça encore plus tôt, merde? Je sais pas, c'est un détail, ça reste quand même plutôt malin de sa part, je reconnais. Et c'est là qu'Elion finit par découvrir le poteau rose, et punaise, qu'est-ce que c'est décevant.
Donc elle monte sur son trône, elle se fait agripper par des ronces, elle peut plus bouger, et donc le rituel va commencer, etc. Et tout le monde se met en mode ah, ah, on t'a bien eu. Il y a Cédric qui prend sa vraie forme, il y a un peu plus tard Miranda qui prend sa vraie forme devant elle. Ah, ah, on t'a trompé. Ça va tellement vite. Il y a Lyon qui dit ah, et voilà. Grande révélation, on l'a trompé pendant une moitié de saison. Voilà là. Ce que ça amène. Ça n'a aucun poids, aucun impact. C'est vraiment dommage. À nouveau, cette situation de base qu'on met en place avait le potentiel d'amener énormément de trucs et c'est juste fait à la va-vite. Ça aurait pu avoir tellement de force, cette découverte-là, et on aurait pu davantage complexifier nos méchants en montrant que même s'ils font ça pour une cause malfaisante et à laquelle ils croient, ils pourraient avoir un peu de remords pour cette fille qu'ils ont appris à connaître, mais non, ils s'en foutent royalement. Ah, on était méchants, on t'a manipulé. Il y a des tonnes de figures moches, de sales méchants qu'on n'a pas vu avant et qu'on ne reverra pas après dans les combats ou quoi que ce soit, qui sont là pour assister au couronnement, histoire de dire ambiance démoniaque. C'est... Waouh, mise en scène, mise en scène. Et le truc par rapport à ça, c'est que, donc, étant donné que l'attaque des rebelles est prévue pour le lendemain matin et que ça commence maintenant, c'est un petit peu problématique. Mais voilà, on va régler la question, pas en utilisant un truc qui a été un petit peu instauré avant, parce que ça aurait été un petit peu trop logique, un petit peu trop intelligent. On va faire en sorte que maintenant Cordelia a une espèce de connexion particulière avec Elion. Donc elle a un mauvais pressentiment. Oh, j'ai un mauvais pressentiment, Elion est en danger. Et ok, vous savez quoi, je vous mets l'extrait qui vient juste après. Écoutez, je connais Elion depuis toute petite et j'ai toujours pu sentir quand quelque chose n'allait pas. Oui, t'as toujours pu sentir quand quelque chose n'allait pas avec Elion. Wouh, c'est pour ça que pendant la première moitié de la série, tu l'as complètement laissée dans son coin à déprimer toute seule, tandis qu'elle se faisait manipuler par Cédric sans se douter de rien. Mais non, à part ça, tu ressens toujours quand il y a quelque chose qui va pas avec elle. Bien sûr, foutez-vous de ma gueule, foutez-vous de ma gueule. Ça marche comme ça. Et ce que je trouve dingue par rapport à ça, c'est que vous avez forcé, vraiment forcé le pouvoir d'Eileen, vous savez, ces rêves prémonitoires à la con là, qui servaient à rien. Et je me suis dit, tiens, ce serait une bonne façon de rebondir là-dessus, malgré le fait que ça resterait forcé. Mais non. Non, on fait mention de ces rêves prémonitoires, mais ça joue en rien dans ce qui va convaincre nos héroïnes d'attaquer plus tôt. En rien du tout. C'est juste Cornelia qui a son petit pressentiment, etc. Et si c'est juste pour faire ça, il n'y avait pas besoin de faire cette histoire de « Oh, je fais ça plus tôt, comme ça, oh, on sera plus... » sur le qui-vive avec les rebelles qui doivent attaquer plus tôt, etc. Sachant que ça n'apporte rien, hein. Ils sont tout aussi bien organisés que s'ils avaient attaqué en temps et en heure. Hein. Donc voilà, ça n'apporte absolument rien à part une espèce de suspense complètement superficiel. Enfin bref, l'assaut a lieu plus tôt et tout le monde est aussi bien préparé qu'il le serait normalement. Donc à nouveau, il y a Caleb et Cornelia qui ont un tout petit moment intime où ils se font un bisou. Bon, un petit peu mieux qu'il y a quelques épisodes de ça où c'était moyen. Là, c'est quand même un petit peu, il y a un petit quelque chose, je le reconnais, on sent un petit quelque chose. Là, mais c'est histoire de dire rapidement qu'ils sont ensemble, hein, parce que ça va pas plus loin que ça. Et donc, l'assaut commence, et en entrant par le portail, 10 secondes après être rentrés par le portail dans le château de Phobos, ils sont accueillis par quelques soldats, un groupe de soldats, qui a été convaincu par l'autre soldat d'il y a 2-3 épisodes de ça. Et donc, ils en ont marre d'être maltraités par Phobos, ils sont du côté de la Terre, et ils veulent aider la rébellion à sauver la reine légitime. À nouveau, je suis désolé, ça n'a aucune crédibilité pour moi quand vous les avez montrés faire tout ce qu'ils ont fait avant. Mais bon,
Ok, au moins je peux pas dire que ça n'a pas été un tout petit peu instauré avant. Voilà, il y avait au moins un début de quelque chose avec ça. Par contre, je comprends pas trop comment ils ont su qu'il fallait attendre à cet endroit précis que les rebelles arrivent pour se joindre à eux. Hein. Je vous cache pas, là c'est un petit détail. Enfin bon, et c'est là que le grand combat final se lance, hein, un grand combat général, et c'est bordélique. Ah, je dis tout de suite, c'est bordélique. Hein. Entre le passage de l'attaque de Cédric rapide, histoire de dire qu'il existe un petit peu et qu'il va avoir une micro-incidence, sachant que Cédric n'aurait pas existé à la fin, ça aurait été pareil, hein, à peu de choses près. Donc voilà, c'est pour donner un début, un micro-chouïa d'importance à Matt et Blunk, comme je l'ai déjà dit. Les combats un peu pato. Quand je compare ça à il y a 3 épisodes de ça, l'épisode 23, qui était beaucoup mieux fait, bah c'est décevant, une fois de plus. Pour un grand combat final, je trouve ça un peu frustrant, je vous le cache pas. Ça va dans tous les sens, il n'y a aucune notion de combat intense ou un peu réfléchi ou intense ou quoi que ce soit là-dedans, c'est juste assaut général. Et puis au bout d'un moment, il y a Phobos qui décide d'intervenir en plein début de transfert d'énergie avec sa sœur, donc il est arrêté en cours de route pour s'en prendre à tout le monde parce qu'il a des super pouvoirs, etc. Et voilà, donc il déboîte un peu tout le monde rapidement. On montre rapidement aussi que Cédric l'a déçu une fois de trop. Et donc, fin pour Cédric, il est transformé en espèce de version larve de lui-même. Voilà, fin pour Cédric, rien à foutre. Et fini pour lui. Super, tellement content d'avoir suivi ce grand méchant pendant tout ce temps. Et voilà, donc Phobos déboîte tout le monde, même nos héroïnes qui sont que 4, donc sans le pouvoir de Cornelia. Donc c'est un petit peu normal qu'elle se fasse un peu dépasser par ça, puisque Cornelia est partie libérer Elion. Donc voilà, des excuses ultra rapides parce que on est pressé, etc. Je reconnais, hein, on est pressé par le temps, donc c'est bien d'adresser ça. Mais bon, il n'y aura pas de grand moment de réconciliation par rapport à ça, malheureusement. Hein, tout sera expédié. Et donc elle décide d'intervenir avec Cornelia pour sauver nos héroïnes à temps. Et il y a déversement de pouvoir sans que ça ait de grand impact. Genre, c'est rayon de puissance, puissance de nos héroïnes, puissance de notre méchant. À un moment donné, notre méchant essaye de se transformer en dragon à 4 têtes. C'est histoire de faire référence aux 4 dragons originels des pouvoirs des gardiennes. Pourquoi il pourrait se transformer en ça, je sais pas, mais voilà, il y a un moment autour de ça. Référence. Super, ça servait à rien, et au bout d'un moment, il finit par se faire avoir par le pouvoir d'Elion combiné à celui des gardiennes, et il est emprisonné et emporté dans une espèce de feu d'artifice avec Cédric et Miranda qui essayent de se barrer. Rapidement, histoire de dire, ouais, ce personnage, il existe. Ils sont touchés par un petit rayon de lumière d'Elion, et au début, je me suis dit, pouf, ça fait feu d'artifice, est-ce qu'elle les tue, là? Non, ils sont mis dans une espèce de prison astrale, ou je sais pas quelle connerie, à un endroit précis, à nouveau magie, etc. Et voilà. Ça se résout super vite. Ça n'a quasiment aucun impact réel. Ah, le grand méchant qu'on a craint pendant tout ce temps, et une petite confrontation de magie d'une minute. Voilà, c'est réglé. Et ces 2 sbires qui n'ont même pas l'occasion de briller vraiment dans ce grand combat final. Waouh! Grand combat final, mon cul. Enfin bref, tout est bien qui finit bien. Conclusion rapide. On ne voit pas du tout une seule fois les parents d'Elion dans cet épisode. Je parle des parents adoptifs, sachant qu'il y a ces parents qui sont censés être emprisonnés dans une rose noire. Eux, je sais pas, peut-être que ce sera repris par la suite, j'en sais rien, mais ces parents adoptifs, on les voit pas. Il y a la grande célébration, tout le monde se réjouit que le tyran ne soit plus là et qu'on ait une reine bienveillante sur le trône parce que Elion va rester dans le coin et va essayer d'aider son pays. Et on revoit pas mal de visages familiers rapidement qu'on avait déjà vu dans des épisodes précédents, donc c'est cool de faire ça, mais on ne revoit pas ses parents adoptifs. Genre, la scène de retrouvailles que j'espérais au moins voir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même pas. Alors, peut-être qu'on se penchera un petit peu là-dessus dans la saison 2, j'espère. Mais je trouve ça frustrant aussi, hein, qu'on mette tous ces persos secondaires à la con. Il y en a certains qu'on a vu pendant un épisode seulement. On les montre rapidement, mais pas les parents adoptifs d'Elion.
Super, vraiment super, c'est frustrant, vraiment frustrant. Donc elle accepte ses fonctions, il y a Cornelia qui dira qu'elle viendra lui rendre visite régulièrement, il y a Plunk qui nous la joue... Vantara, que je suis un héros maintenant, gna gna gna, super drôle, hein, c'est censé être marrant ça. Et on termine avec une espèce de micro cliffhanger avec la devineresse, ce me semble, si je ne me trompe pas. Hein, oui, le personnage qu'on a vu à 2-3 reprises avant, qui observe Phobos et ses deux acolytes dans leur cage et se dit ah le moment est venu ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce qu'elle dit mais ouais, voilà ce qu'elle dit. J'avoue que dans l'absolu c'est plutôt intriguant parce que c'est un personnage qu'on a juste vu à quelques reprises qui est toujours resté un peu mystérieux. Donc, si ça se trouve, elle a des plans particuliers à elle qui pourraient être très sympathiques à suivre par la suite. Hein, dans la saison 2, qui d'après ce que j'ai compris sera meilleure que la saison 1. Ouais, mais sur le coup, je sais pas, ça va tellement vite que ça n'a pas énormément de poids. Mais bon, c'est un cliffhanger qui lance un petit peu une idée de ce qu'on aura par la suite. Et c'était pas si mal que ça comme dernière note de fin. Cela étant, ouais, c'était pas un épisode sensationnel. Il était correct, mais voilà, pour un épisode final, être juste correct comme ça, je trouve ça frustrant. On aurait pu faire beaucoup mieux, on aurait pu faire du combat plus intense, plus palpitant, on aurait pu faire une fin de nos méchants principaux beaucoup plus satisfaisante que ça. On aurait pu faire la révélation auprès d'Elion beaucoup plus prenante, palpitante et dramatique, mais non, ça va trop vite. Si on aurait pu montrer des réconciliations entre Elion et nos héroïnes, mais ça va trop vite là aussi. Il y a beaucoup de trucs qui vont trop vite, c'est un peu ce que je craignais quand j'ai vu l'épisode précédent. Ça a metté quasiment rien en place. Pour le grand final dans l'épisode précédent et on le voit qu'il n'y a pas grand chose de mis en place. Donc on essaye de jongler avec ça, on essaye de prendre en compte beaucoup de choses qui ont été mises en place. Par exemple, il y a un détail qui m'a plu parce qu'on sent quand même que ceux qui ont fait cet épisode ont réfléchi à pas mal de détails qui ont été instaurés dans les épisodes avant. Un détail qui m'a plu, c'est le fait qu'on reprenne les talkie-walkie. On en a parlé il y a quelques épisodes de ça, et ben ces talkie-walkie, et ils sont là. Voilà, là c'est cool de faire ça. Mais voilà, c'est des petits détails qui sont sympas à voir comme ça en tant que détail, mais ce qu'il y a en premier plan, ce qui est montré directement, c'est passable quoi. Ça vole pas super haut, ça cherche pas à aller très loin dans la mise en scène, dans les moments émotion, dans les moments d'intensité ou quoi que ce soit, ce qui fait que ça a très peu d'impact. Et donc c'est pas un final vraiment saisissant. Ça se regarde, mais c'est pas très saisissant. Et honnêtement, ça résume plutôt bien la première saison, hein. Ça se regarde globalement, mais ça n'a rien de saisissant. Des personnages pas très profonds qui peuvent parfois être un peu énervants par leur conneries ou par leur manque d'empathie par moment. Je parle de nos héroïnes là, des méchants qui sont souvent un peu ridicules, qui peuvent poser des menaces par moment, mais souvent un peu ridicules. Et étant donné que on est parti sur le parti pris de faire en sorte que personne ne devait tuer personne, à peu près, hein, un peu de choses près, il n'y a aucun enjeu. À chaque confrontation, il y a nos héroïnes qui gagnent, mais de toute façon, les mêmes méchants qu'elles ont combattus vont revenir. Donc, enjeu, impact... Donc voilà, ça se regardait globalement. Il y a des moments qui m'ont énervé parce que oui, nos héroïnes se comportent en connes par moments. Ça n'essaye que très rarement de voler haut, d'aller profondément dans certaines problématiques, d'appuyer des moments émotion Enfin voilà, je ressens pas grand chose en voyant ça. On a des bases de personnalité sympathiques auprès de nos héroïnes, auprès de certains des autres personnages à côté, mais ils sont pas grandement développés et ouais, on leur donne aucune vraie profondeur, c'est ça le truc. Donc c'est un truc qui se regarde sans plus, vraiment passable. Première saison très passable. Voilà. Il reste plus qu'à espérer que la seconde saison saura prendre ce qui est bien à la base et bien le développer. C'est tout ce que j'espère. On verra bien par la suite. À bientôt pour la saison 2. Bye.